советская власть, но подчиняется Турции, Нашей Ленинской сталинской партии мы знаем... Остальным, товарищи, которые работали не хуже, чем на гражданском. Она затрагивает интересы самого аппарата, как все мы собирались. Законы есть, политика есть и буксует. Почему? Décembre 1922. Le premier congrès des soviets de l'URSS confirme le traité d'union signé par la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine et la Transcaucasie. Rejointe peu après par les républiques d'Asie centrale, Kirghizie et Turkestan, elle recouvre la plus grande partie de l'ancien empire russe. Cet accord, qui intervient 5 ans après la chute du régime tsariste, donnera le jour à l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais il faut remonter 5 ans plus tôt en Russie. À bas l'ancien régime. Une longue série de manifestations et de grèves culmine à Pétrograd à partir du 23 février 1917 et se transforme en 5 jours insurrectionnels animés par des soldats et des ouvriers. En réponse au mot d'ordre « La paix, à bas l'autocratie », la troupe est envoyée. Elle se mutine et fraternise avec les manifestants. Le 27 février, les insurgés rejoignent la Douma, le Parlement, dominé par les partis bourgeois. Le soviet de Pétrograd, conseil des ouvriers et des soldats, reconnaît la légitimité d'un gouvernement provisoire nommé par la Douma qui obtient l'abdication du tsar Nicolas II. Tandis que l'effroyable boucherie de la Première Guerre mondiale se poursuit, le gouvernement provisoire, dirigé par Kerensky, est incapable d'imposer la justice sociale, la réforme agraire et la paix. Alors qu'il tente de restaurer l'autorité de l'État en pleine décomposition, chaque ville, chaque région de l'Empire crée son propre soviet. Les facteurs qui ont déclenché le processus révolutionnaire en Russie, c'est la guerre, la lassitude des soldats de se battre, des soldats paysans, qui avaient aussi foncièrement le désir de régler la question agraire, qui était la grande question qui déstabilisait l'ordre social en Russie depuis bien avant, évidemment, 1914. Ce processus qui aboutit aux révolutions de 1917 a commencé évidemment bien avant avec l'abolition du servage en 1861. Ça, c'est la composante paysanne-soldat. Il y a aussi une composante ouvrière qui est beaucoup mieux connue, qui est la force du mouvement révolutionnaire dans les villes. Néanmoins, cette classe ouvrière extrêmement exploitée ne représente qu'une toute petite fraction de la population, 2 à 3 millions d'ouvriers, de prolétariat industriel à proprement parler en Russie au moment de la Révolution et de la guerre de 14-18. Le pain, la terre, la paix. Tels sont les mots d'ordre du parti communiste bolchevique dirigé par Lénine qui rallie les masses radicalisées. En octobre 17, les bolcheviks sont devenus majoritaires au 2e congrès des soviets ouvriers et soldats de Russie. Le gouvernement provisoire est renversé. Lénine est élu président du Conseil des commissaires du peuple, qui adopte le décret sur la paix et celui sur la terre, confisquant la grande propriété. Sont aussi instaurées séparation de l'Église et de l'État, égalité des droits pour les femmes, contrôle ouvrier des entreprises, journée de 8 heures. Lénine a eu beaucoup de mal à imposer au sein même du parti bolchevique sa théorie de prise du pouvoir en octobre 17, car beaucoup d'autres au sein du parti bolchevique attendaient une voie, disons, moins révolutionnaire, mais voulaient attendre que se réunisse l'Assemblée constituante pour procéder à cette prise du pouvoir.
La question de la prise du pouvoir par les bolcheviks est une question qui, d'emblée, a suscité une très grande controverse. Est-ce que les bolcheviks sont arrivés au pouvoir par une révolution populaire, un mouvement de fond des masses ouvrières, ou bien est-ce que c'est en octobre 17 simplement un coup d'État? Il faut voir que cette révolution est d'abord une révolution multiple. Ce à quoi on assiste en 1917, c'est à une sorte de libération d'abord de la parole, une libération sociale, qui va un petit peu dans tous les sens. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans ce grand mouvement d'émancipation, les nationalités de l'Empire russe ont vu dans les événements de 1917 une possibilité d'émancipation, que ce soit les Baltes, les Ukrainiens, les musulmans du Turkestan, les Caucasiens, avec un très fort mouvement d'autonomie en Géorgie, par exemple, ou en Arménie. Toutes ces révolutions distinctes ont eu pour effet une dissolution du pouvoir étatique, malgré toutes les tentatives des divers gouvernements provisoires de restaurer une autorité de l'État. Et profitant en effet du vide du pouvoir, d'une véritable dislocation de toute autorité, les bolcheviks ont pris le pouvoir, porté par un vaste mouvement populaire, mais sans lequel cette prise du pouvoir assez inattendue, en effet, n'aurait pas pu avoir lieu. L'armée rouge est constituée sous la direction de Trotsky, ainsi que la Tchéka, police politique dirigée par Dzerzhinsky. Mais le problème de la guerre n'est pas réglé. Elle met en péril la révolution russe. Les bolcheviks font des propositions d'une paix sans annexion ni contribution, rejetées par les belligérants. Ils obtiennent un armistice avec les empires centraux en décembre 17, mais face à une offensive éclair allemande en février 18, sont amenés à signer le traité de paix de Brest-Litovsk. Cependant, dans une Russie gravement affaiblie par la guerre, le pouvoir est attaqué par des éléments tsaristes qui dominent des régions entières et reçoivent l'appui de la France et de l'Angleterre. C'est l'instauration du communisme de guerre. L'État prend le contrôle total de l'économie et les mesures répressives sont renforcées, provoquant le soulèvement des paysans hostiles aux réquisitions comme en Ukraine, sous la direction de l'anarchiste Nestor Makhno. L'armée rouge finit par avoir raison des troupes tsaristes en 1920, mais la population est à bout. La production industrielle s'est effondrée. Les transports sont désorganisés, les paysans refusent les réquisitions et réduisent volontairement les récoltes. Les marins de Kronstadt se révoltent, la pénurie est généralisée et la famine va faire des centaines de milliers de victimes. Malgré des divergences entre Lénine et Joseph Staline, commissaire aux nationalités, la constitution de l'URSS est votée le 31 janvier 1924. L'Union est constituée de 11 États égaux fédérés, dont la plus grande partie des pouvoirs est dévolue au gouvernement central. Mais si la structure de l'État soviétique est fédérative, le parti bolchevique, lui, reste fortement centralisé. Ce qui s'est passé au moment de la guerre civile, c'était que le centre russe, c'est-à-dire le pouvoir central, a réprimé très fortement toutes les velléités d'indépendance des diverses républiques et a joué objectivement le rôle qu'avait eu l'Empire tsariste, c'est-à-dire de rassembler ces diverses nationalités. Que se passe-t-il à partir de 1922, surtout en 1922? Il y a un grand débat, notamment entre Lénine et Staline, qui, lui, souhaitait laisser moins d'autonomie et qui souhaitait un contrôle quand même beaucoup plus grand du centre sur les diverses régions et républiques autonomes ou fédérées. En Europe,
La Finlande, la Pologne et les États baltes recouvrent leur indépendance. Les bolcheviks sont restés fidèles aux principes de la Révolution mondiale. C'est dans cet esprit qu'a été créé en 1919 l'Internationale communiste. Sous l'influence de Staline, son rôle au cours du temps se restreindra à la défense de l'État soviétique, suivant la théorie du développement du socialisme dans un seul pays. И ныне трудящиеся люди строят новую советскую федеративную Россию. И эта новая советская Россия протягивает свои руки рождающейся Германии и будет во всем мире единая Советская Республика всех народов. Pour Lénine, le passage au socialisme demandera du temps. Le 10e congrès du Parti communiste bolchevique adopte en mars 1921 une nouvelle politique économique, la NEP, qui voit un retour partiel sur le mode de production capitaliste et un renforcement du contrôle de l'État sur la grande industrie. Lénine écrit « L'alliance entre la classe ouvrière et la paysannerie doit être instaurée pour de bon et pour longtemps. » C'est dans les débats et les conflits de cette époque-là que l'URSS véritable, celle que l'on connaîtra par la suite, réellement émerge, beaucoup plus que de la révolution d'octobre 17. Alors, dans cette période tout à fait essentielle des années 20, on a à la fois, je dirais, les grands acteurs historiques, évidemment Lénine, évidemment Trotsky. On commence à voir émerger Staline, mais Staline n'est certainement pas en 1920, 21, 22, un des dirigeants de premier plan. La personne, je dirais, qui émerge le plus, c'est quelqu'un de jeune, que Lénine et la femme de Lénine considèrent un petit peu comme leur fils adoptif, c'est Nicolas Boukharine. En fait, les révolutionnaires ne se rendent pas compte que le problème n'est pas de faire la révolution. C'est finalement, historiquement, assez facile de faire une révolution. Les ennuis commencent le lendemain. C'est le jour d'après qu'on est confronté au réel problème. Et Boukharine, confronté au problème de la gestion du pouvoir, alors avec la guerre civile, bon, la situation extraordinairement dramatique qui est celle de ce qu'on appelle à l'époque la Russie bolchevique, hein, va évoluer. Et il va devenir un des principaux partisans d'un système que l'on pourrait, bon, avec un petit peu de facilité, qualifier d'économie mixte. C'est le système de la NEP, où la propriété d'État reste dominante dans la grande industrie, mais il y a une propriété privée en ce qui concerne l'agriculture et l'artisanat, où il y a un appui assez fort, je dirais, au développement de la paysannerie et où existent des marchés. Mais ce qui est très intéressant dans la Russie soviétique de la NEP, c'est que les transactions courantes se font sur des marchés. À côté de cette option bouharinienne, il y avait l'option défendue par Trotsky qui considérait qu'on ne pourrait pas échapper à ce problème absolument fondamental en Russie. Comment réaliser une accumulation du capital sans ponctionner fortement la paysannerie, et donc qui prévoyait des produits manufacturés très chers et des prix pour les denrées agricoles extrêmement bas, ce qui évidemment risquait de mécontenter durablement le paysan. Staline, lui, n'avait pas d'option très claire sur la question, mais finalement, il va procéder à une véritable expropriation de la paysannerie en lançant la collectivisation à la fin de 1929, qui ira bien au-delà des propositions faites par le groupe trotskiste en 1926-27.
Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, décède le 21 janvier 1924. Déjà victime d'une attaque cérébrale en mai 22, Lénine avait abandonné toute activité à la suite d'une nouvelle attaque en mars 23. Il avait entre-temps rédigé un ensemble de notes improprement dénommées « Testament », qui ne seront rendues publiques que plusieurs décennies plus tard. Il s'y défie de Staline, qu'il trouve trop brutal, voire dangereux, et propose de le démettre du poste de secrétaire général du parti, auquel celui-ci vient d'être récemment nommé. Il y pointe les dangers de la rivalité entre Trotsky et Staline et le poids déjà excessif de la bureaucratie. Après la mort de Lénine, Trotsky reproche à la direction du parti ses concessions aux capitalistes et dénonce la dictature de l'appareil et la trahison de la Révolution d'octobre, développant sa théorie de la révolution permanente. Mis en minorité, il doit quitter le commissariat du peuple à la guerre, cependant que Staline instaure un véritable culte de Lénine. Ligne de gauche et ligne de droite s'affrontent en 1925, quand d'une part Zinoviev, Kameniev et Krupskaya, la veuve de Lénine, condamnent les concessions faites aux koulaks, les paysans riches, et d'autre part Boukharine et Staline affirment que les paysans doivent s'enrichir pour produire au-delà de leurs besoins afin de nourrir la population. Au cours du 14e congrès du parti bolchevique en décembre 1925, Staline se pose en médiateur entre Boukharine et Zinoviev. Accusé par Kameniev de gestion dictatoriale, il esquive la critique et fait adopter son propre rapport contre Zinoviev. Il fait nommer des proches au Politburo, Kalinine, Vorochilov, Molotov. Ce dernier, envoyé remettre de l'ordre à Leningrad, ville dirigée par Zinoviev, en obtiendra le limogeage et le remplacement par un proche de Staline encore, Kirov. Par le rapprochement de Trotsky, Zinoviev et Kameniev, l'opposition s'unifie en 1926. Mais elle est muselée face à Staline qui dispose de la police politique, la GPU et de l'appareil du parti. En novembre 27, Trotsky et Zinoviev sont exclus du parti, Kameniev du comité central. En décembre, lors du 15e congrès, c'est au tour d'une centaine de membres de l'opposition d'être exclus. Zinoviev et Kameniev plient et font une autocritique humiliante. Trotsky et ses proches sont exilés à Alma-Ata, au Kazakhstan, en janvier 1928. Staline le fera assassiner à Mexico 12 ans plus tard. Dans ces premières 10 années, on peut dire 10-12 années du régime bolchevique tel qu'il a été instauré en octobre 1917, parmi les éléments qui vont marquer durablement l'ensemble de la période soviétique, il y a évidemment le fait qu'aucune opposition n'est tolérée, qu'il y a donc un monopole du parti bolchevique. Il y a également des structures qui ont été mises en place dans la période de la guerre civile, notamment la police politique, la Tchéka, l'armée rouge qui constitue une sorte d'épine dorsale du système. D'ailleurs, le rôle de l'armée est extrêmement important pendant cette première période, surtout la période de la guerre civile. On peut vraiment parler d'un modèle militaire qui structure le parti lui-même. Le parti devient une organisation beaucoup plus disciplinée qui s'est forgée dans le combat, dans la guerre civile, dans le communisme de guerre, parmi les petits fonctionnaires ruraux, locaux. Presque tous sont des anciens combattants de l'armée rouge. Donc le passage par cette expérience très forte et souvent traumatisante de la Grande Guerre, plus de la guerre civile, a amené à la fois une très forte brutalisation de la vie politique, mais aussi un certain style de commandement qui va très durablement influencer, on peut dire, toute la période stalinienne. Et ce n'est pas un hasard si les dirigeants
et Staline en premier lieu, sont toujours vêtus d'une vareuse militaire avec des bottes militaires, au moins dans cette période des années 30. Lors du 15e congrès du Parti bolchevique en 1927, Joseph Staline, ayant éliminé l'opposition de gauche, s'attaque à Boukharine et Rykov, qui critiquent l'industrialisation inconsidérée. Alors que les paysans ne livrent à l'État que la moitié des céréales prévues, Staline se détourne de la NEP et reprend de manière caricaturale les thèses de la ligne de gauche. Considérant que les paysans riches, les koulaks, sont des saboteurs, il ordonne une politique de réquisition des récoltes. Son hostilité envers les capitalistes ruraux l'amène à créer en 1928 des forteresses du socialisme à la campagne. Exploitation collective, ferme d'État, stations de matériel agricole, que l'on appelle kolkhozes, sovkhozes et MTS. La paysannerie devra payer un tribut élevé pour les besoins de l'industrialisation. Boukharine est horrifié par cette politique qui conduira à la terreur et à la famine. Mon père et mon oncle sont premiers arrivés là-bas. Là-bas, la taïga, avant. Ils commençaient à construire ces maisons et tout. Et nous sommes tous nés à Sibérie. Après, comment ça s'appelle? Ils faisaient partie des moyens. C'était pas des koulaks, c'était des petits paysans, c'était des moyens. Pas très riches, seulement deux chevaux, et il y a 2 vaches, et c'est tout. Il y en a là, plus riches aussi, habitent. Vorobievka, c'est le village. Le village des moineaux. Et commençait la collectivisation, la kolkhoz. Et pas voulu la kolkhoz parce que chaque famille, il y en a là, son maison, son jardin, son tout. Ils pas voulu la kolkhoz. Tout le monde ne voulait pas rentrer dans le kolkhoz au départ. Ils commençaient la chiller. Donc ils les ont obligés de force. Forcer. Voilà, ils les ont forcés à entrer, ils ont confisqué donc les terres à ceux qui avaient du personnel, donc les koulaks en fait, et ils les ont forcés à rentrer. Comme pour entrer la kolkhoz, il y en a là plus riches, tous sont zabrali tam. Voilà, donc ils ont été emprisonnés, envoyés en déportation, et tous les biens ont été confisqués. Tout confisqué, la maison, tout. Les riches, voilà. Et après envoyés dans la Kalima. La question de la continuité entre léninisme et stalinisme est une question absolument centrale dans l'historiographie. Je ne pense qu'on ne peut pas y répondre de manière tout à fait claire et nette dans un sens ou dans l'autre. Beaucoup d'éléments du stalinisme étaient présents dans le léninisme, en particulier ce refus de toute alternative démocratique et pluraliste, ça c'est évident, mais c'est vrai que dans les années 20, il y avait au sein du parti plusieurs courants avec un certain nombre d'alternatives et des choix possibles, des choix économiques, des choix politiques, qui vont disparaître avec l'arrivée de Staline au pouvoir, qui ferme un certain nombre de choix. Boukharine illustre bien à la fois les éléments positifs de cette époque, mais aussi ses tensions et ses contradictions. Et quand on regarde aujourd'hui les éléments chiffrés dont on dispose, je ne suis toujours pas convaincu, en tant qu'économiste, de ce que la collectivisation était nécessaire. Et je pense que la vitesse de l'industrialisation, du développement de la Russie était en fait plus importante dans les années 20 qu'elle ne l'a été dans les années 30. Et c'est pour ça que j'ai le sentiment que Boukharine est un personnage qui, à l'époque, est très moderne. Il va mal finir. Il sera chassé du pouvoir par Staline, condamné dans un procès qui est un procès spectacle,
exécutés. Boukharine, Tomsky, Rykov sont écartés en avril 29. Une vaste purge est organisée dans le parti, qui va toucher plus de 10% de ses membres. La production agricole s'effondre, les prix flambent. En mai 29, le Congrès des soviets met en œuvre le premier plan quinquennal. 20% des exploitations agricoles devront s'intégrer dans les exploitations collectives. La collectivisation est massive. Persuadé que la paysannerie est majoritairement favorable au kolkhoz, Staline impose un plan irréaliste de croissance industrielle et de collectivisation. C'est le grand tournant. Au fond, les années 30, c'est d'une certaine manière une continuation sur d'autres fronts de la guerre civile, mais cette fois-ci contre l'ennemi intérieur qui va donc mobiliser maintenant l'énergie du parti dans ce grand tournant de la fin des années 20.